Nous pouvons assurer avec certitude que plusieurs centres de casques blancs étaient contrôlés par des groupuscules terroristes ou des formations militaires illégales. Ils évitaient à s'adresser aux casques blancs puisque souvent des personnes qui se sont adressées étaient amenées par des représentants de l'organisation prétendument pour les soigner, revenaient morts avec leurs organes prélevés. TV Liberté est invité par l'ambassade de la Fédération de Russie en France au Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris pour une conférence intitulée « Crise humanitaire en Syrie, vérité et désinformation ». À mes côtés, Maxime Grigoriev, directeur de l'ONG Fondation des études de la démocratie et membre de la Chambre civile de la Fédération de Russie. Vous affirmez que les casques blancs étaient complices et même sous contrôle des terroristes d'un groupe comme Jabhat al-Nosra. Quels faits vous permettent d'affirmer de telles choses ? Tout ce que nous disons est basé sur les déclarations et les témoignages des personnes réelles et concrètes qui figurent dans ce rapport. Ces gens ne cachent pas leur identité, dont vous-même ou n'importe qui de vos collègues peut se rendre sur place et vérifier leurs témoignages, vérifier ce que nous écrivons dans ce rapport. Nous avons interviewé plus de 40 ex-casques blancs qui nous ont parlé d'une manière extrêmement précise et pointue sur les centres de leur organisation, complètement organisés, créés et pilotés par les organisations terroristes, avec les noms, les lieux, les indications précises des personnes qui le faisaient. Vous pouvez donc bien nous confirmer que les casques blancs étaient sous contrôle de ces organisations terroristes ? Nous pouvons assurer avec certitude que plusieurs centres de casques blancs étaient contrôlés par des groupuscules terroristes ou des formations militaires illégales. Nous avons des témoignages des gens qui avaient pour charge amener des ordres écrits des organisations comme Jabhat al-Nusra aux structures des casques blancs, des ordres qui étaient suivis à la lettre. Nous avons le témoignage d'une personne qui voulait s'engager dans cette organisation dite humanitaire, mais le chef lui a dit qu'il faut l'autorisation de comité de charia d'une organisation terroriste qui contrôlait le secteur. Sans cette autorisation, aucun engagement n'était possible. Chaque opération des casques blancs, chaque sortie sur le terrain était organisée soit en présence des membres des groupuscules terroristes, soit les terroristes partaient en amont pour boucler le périmètre où l'opération était menée. C'était les casques blancs qui ont effectué quasiment tous les travaux de fortification sur les positions des groupes terroristes contre l'armée du gouvernement syrien. Vous nous avez affirmé, Monsieur Grigoriev, que les civils malades ou blessés évitaient de se rendre à l'hôpital. Expliquez-nous pourquoi. Ils évitaient à s'adresser aux casques blancs puisque souvent des personnes qui se sont adressées étaient amenées par des représentants de l'organisation prétendument pour les soigner, revenaient morts avec leurs organes prélevés. Nous avons des dizaines de témoignages des gens qui racontent leur histoire de leurs enfants, de leurs parents, de leurs frères, sœurs, époux, qui étaient amenés par des casques blancs vers des hôpitaux et puis leur corps était restitué avec des organes prélevés. L'une des journalistes présentes aujourd'hui dans la salle a mentionné également, en plus des trafics d'organes, des enlèvements d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ces faits-là ? Oui, je le confirme puisque nous avons des témoignages. Moi-même, j'ai dû interviewer la femme d'un enfant dont les organes ont été prélevés. Monsieur Grigoriev, vous avez interrogé de nombreux témoins de mise en scène concernant l'utilisation d'armes chimiques par l'armée régulière syrienne. En quoi consistaient ces mises en scène ? Почти все постановки были организованы по одному и тому же сценарию. Presque tous ces mises en scène étaient organisées selon le même scénario. D'abord, le périmètre était bouclé par des terroristes, puis arrivaient des casques blancs.
qui amenaient avec eux des enfants et des femmes qui étaient posées par terre, arrosées d'eau, parfois de peinture, pour simuler des victimes d'une attaque chimique, après quoi ces gens étaient payés de quelques 5 à 10 $, des enfants parfois recevaient des bonbons. Il y a aussi des cas plus tragiques lorsque, pour ces mises en scène, on ramenait des cadavres des gens, soit tués dans des hostilités avec les forces gouvernementaux, soit des gens morts sans plaies apparentes. Des témoins expriment leur certitude que ces gens étaient mis à mort spécialement pour cette mise en scène, pour que leur corps puisse être filmé. Avez-vous la certitude que l'État syrien n'a pas procédé à des attaques chimiques contre sa population, la population syrienne? Nous sommes une ONG, nous n'avons pas des moyens pour étudier tous les cas signalés d'attaques chimiques. Mais pour les cas que nous avons étudiés, nous pouvons assurer avec certitude que c'était des mises en scène. C'est la première des choses. La deuxième des choses, les agents utilisés ne sont pas des armes chimiques dans le sens propre de ce terme. Ce sont des toxines, ce ne sont pas des gaz à effet neurotoxique ou des gaz irritants dont disposait le gouvernement. Ce sont le plus souvent, c'est le chlore ordinaire, donc des agents toxiques, mais qui sont utilisés couramment dans l'industrie ou des choses comme ça. Et puis, comme témoigne l'expérience de la Première Guerre mondiale, il n'y a aucun sens d'utiliser les armes chimiques de façon pointue et limitée. Une bouteille par ici, une bouteille par là. 2 semaines plus tard, encore quelques bouteilles dans un autre secteur. Les armes chimiques sont des armes d'extermination massive. C'est en ce sens que leur utilisation peut être justifiée par des raisons militaires. Très souvent, dans les cas qui nous ont été signalés, nous sommes sortis sur le terrain, nous avons interviewé les habitants du secteur et presque dans 100% des cas, ils étaient incapables d'identifier des gens qu'on voyait sur les vidéos, ni nous donner les noms et les coordonnées, les informations sur leurs voisins qui ont été victimes d'une telle attaque, ce qui témoigne que c'était des mises en scène, c'est-à-dire des gens présentés comme victimes n'ont jamais été habitants du quartier sinistré ou d'un immeuble sinistré comme on le prétendait. Également affirmé que les dirigeants des casques blancs pratiquaient la corruption, étaient complètement corrompus. Comment cela se passait? Vous avez notamment évoqué le cas de vol d'or dans les maisons bombardées. Ce sont des témoignages d'ex-membres de l'organisation qui racontent beaucoup et d'une façon très détaillée comment leurs supérieurs escroquaient ces gens-là ainsi que les sponsors occidentaux, comment ils majoraient de plusieurs fois les frais de l'essence, de combustible ou d'entretien de véhicules pour s'approprier de cet argent. Il y a aussi plusieurs témoignages de civils qui parlent de pillages effectués par des casques blancs. Soit c'était tout simplement le maraudage lorsque les corps des victimes étaient dépouillés de tous les biens qui se trouvaient sur eux. Soit c'était le brigandisme lorsqu'on prenait leur argent, leur téléphone portable, leurs pendentifs, montres et autres bijoux aux femmes. Soit on dépouillait des gens envoyés aux hôpitaux. Et puis, il y a des cas, tout est documenté, il y a des témoignages avec des noms et des informations personnelles des gens qui en parlent, des pillages organisés par des casques blancs sous prétexte d'évacuation des civils avant un bombardement, après quoi les mêmes casques blancs revenaient pour piller un magasin, un appartement, et des gens revenus ne retrouvaient pas leurs biens. Dernière question, Maxime Grigoriev, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui finançait, comment étaient financés ces fameux casques blancs sur lesquels vous avez enquêté? Là, il n'y a aucun secret, il existe des documents et déclarations officielles du gouvernement américain, du gouvernement britannique, des gouvernements d'autres pays de l'Europe, des pays du Golfe également, qui ont subventionné cette organisation.